L'argent est une forme de pouvoir, mais ce pouvoir est souvent éphémère, car l'argent peut disparaître aussi vite qu'il est apparu, déclare Robert Kiyosaki. Bonjour et bienvenue sur Mon Éducation Financière. Je suis Marie Latésina. Mon Éducation Financière est une chaîne d'information sur l'investissement et la gestion des finances. Aujourd'hui, je vais te parler de la routine des jours de paye. Les jours de paye est excitant. Quand tu reçois ton salaire, tu vois cet argent, tu es content et ça te donne l'impression d'être riche. Malheureusement, au fur et à mesure que les jours avancent, l'argent s'évapore et tu commences à te demander où va ton argent. Malgré cela, tu retiens ton souffle et tu essayes de survivre jusqu'à la prochaine paye. À la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ton argent quand tu reçois ton salaire et quelles sont les priorités de tes dépenses, il faut savoir qu'il y a deux approches qui s'opposent. La première approche est celle des personnes riches comme Warren Buffett qui dit que quand tu reçois ton salaire, il faut te payer d'abord. Cela veut tout simplement dire que quand tu reçois ton salaire, il faut d'abord allouer ton argent pour l'investissement, pour ton futur toi, avec que tu l'utilises pour des factures et d'autres dépenses. La deuxième approche, quant à elle, est populaire. Elle donne la priorité aux dépenses de nécessité en avançant comme argument que il faut d'abord s'occuper des besoins présents et voir les futurs après. D'après moi, les deux approches sont bonnes et je dirais que ça dépend de la situation de tout un chacun. Si ton salaire s'occupe uniquement de tes dépenses de nécessité sans investir pour ton avenir, ça veut tout simplement dire que ton salaire n'est pas suffisant ou que tu dois revoir la gestion de tes finances. Dans ce cas, il faut trouver une solution et je vais parler de cette solution dans une autre vidéo. L'argent est un objet en mouvement. Ça peut venir vers toi sous forme de salaire, de bonus, d'une commission, d'un loyer, d'un échange quand tu vends des produits ou par d'autres moyens. L'argent peut aussi sortir de ton compte bancaire par des dépenses que tu fais. Ça peut être les dépenses des loyers ou de l'hypothèque, la nourriture, les transports, les loisirs ou d'autres choses. Quand tu reçois ton salaire, tu dois être intentionnel avec ton argent. Tu dois savoir ce qu'il faut faire pour arrêter les mouvements de sortie et envoyer ton argent travailler pour toi. Selon une étude de CTV News, 54% des Canadiens vivent d'un chèque de paye à l'autre et ce cercle vicieux est presque devenu un style de vie où personne ne sait quand ça va s'arrêter. Si tu te vois dans cette situation, ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape sur ce que tu dois faire quand tu reçois ton salaire afin que ton argent puisse travailler pour toi et que ça puisse te servir le plus longtemps possible. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras où envoyer ton argent chaque fois que tu reçois ta paye en utilisant les mêmes stratégies que je vais te montrer aujourd'hui et que j'utilise avec mes clients pour mieux gérer leurs finances. Je vous demande de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Merci pour votre abonnement. La première chose que tu dois faire quand tu reçois ton salaire, c'est d'avoir un point de référence. Il s'agit d'avoir une idée claire de tes dépenses sur les nécessités, sur les dettes à payer, sur les fonds d'urgence, sur la retraite, sur l'épargne pour les grands projets, sur tes loisirs et sur d'autres choses. Quand tu as déjà tes points de référence et que tu connais bien les limites des dépenses pour chaque catégorie, la tâche devient plus facile. Maintenant que tu as déjà tes points de référence, la deuxième chose à faire est de t'occuper de tes dépenses de nécessité. Tu dois d'abord t'occuper de tes besoins pour la survie. Alors, ce sont tes dépenses comme les loyers ou l'hypothèque, la nourriture, les factures d'électricité, l'eau, le chauffage, la santé, les transports, les assurances, etc. Bref, tout ce dont tu as besoin pour vivre chaque jour.
En principe, les dépenses de nécessité doivent te coûter entre 50 à 60%. Ça dépend des cas ici. Les dépenses pour les nécessités peuvent être inférieures à 50% de ton revenu mensuel. Par exemple, certaines personnes vivent dans une petite ville où les transports et les loyers coûtent moins cher. Il y a aussi d'autres personnes qui vivent chez les parents et d'autres aussi peuvent partager les dépenses des loyers en faisant la colocation. Pour ces personnes, leurs dépenses de nécessité peuvent être moindres par rapport à quelqu'un qui vit dans une grande ville et qui a des enfants. Il ne faut jamais confondre les nécessités et les besoins secondaires. Pour les nécessités, tu as besoin d'un appartement pour vivre, mais tu n'as pas besoin d'un appartement luxueux. Tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, mais tu n'as pas nécessairement besoin d'une voiture neuve pour tes déplacements. Même chose pour les téléphones et d'autres choses. Si tu vois que tes dépenses de nécessité sont plus de 60% de ton salaire, tu feras mieux de revoir tes dépenses. Peut-être que ton appartement coûte cher ou que ta voiture coûte aussi cher ou ça peut être aussi d'autres choses. Supposons que ton salaire net est de 5 000 $. Tu peux déjà faire un calcul pour voir si tes dépenses de nécessité dépassent la limite de 60%. Avec un salaire de 5 000 $, tes nécessités ne peuvent pas dépasser 3 000 $. L'idée est de garder ces dépenses inférieures ou égales à 60%. Quand tu as déjà ton point de référence et tu enlèves les dépenses pour les nécessités, la troisième chose à faire est de constituer un fonds d'urgence. Il s'agit de constituer ce fonds d'urgence qui paiera au moins 3 à 6 mois de tes nécessités dans le cas où tu perdais ton revenu, peu importe la cause. Le fonds d'urgence doit être automatisé. Tu dois épargner un montant qui te permettra d'avoir chaque mois au moins 60% de ton salaire mensuel. Prenons toujours l'exemple d'un salaire de 5 000 $. Comme les nécessités te coûtent 3 000 $ par mois, donc le fonds d'urgence doit être de 9 000 $, c'est-à-dire au moins 3 mois de tes nécessités. Alors, pour constituer ce fonds d'urgence, tu dois faire 9 000 $ divisé par 12, donc tu dois épargner au moins 750 $ par mois pour constituer ce fonds d'urgence. Il faut noter que ce fonds doit être accessible à tout moment en cas d'urgence. Tu peux ouvrir un compte d'épargne à intérêt élevé, disons entre 4 à 5%, juste pour garder avec l'inflation. Le quatrième point ici est de rembourser tes dettes à intérêt élevé. Dans cette catégorie, tu prendras au moins 10% de ton salaire net pour payer tes dettes. Prenons l'exemple de 5 000 $ par mois. 10% de 5 000 $ fait 500 $ pour rembourser tes dettes. Il y a deux situations que tu dois comprendre ici. La première situation est que tu n'as pas de dette du tout ou que tu as une dette dont l'intérêt à rembourser est de moins de 5%. Dans ce cas, on va se revoir au cinquième point. Mais si tu as une dette dont les intérêts à rembourser est moins de 5%, mais tu veux quand même te débarrasser de cette dette, tu peux quand même le payer. Dans la deuxième situation, tu as une dette à intérêt élevé. Ça peut être pour la voiture, pour une carte de crédit, pour le cellulaire, les frais étudiants ou autres. Dans ces cas, avant d'investir, il faut d'abord rembourser tes dettes. Il faut surtout éviter de payer toujours le minimum pour des dettes. Par exemple, si le minimum de remboursement est de 50 $ par mois, paye un peu plus que ce montant pour accélérer ton remboursement. Mais si tu te sens serré dans tes finances, paye quand même le minimum pour garder ton score de crédit dans le bon standing. La logique que tu dois comprendre ici est que ça ne sert à rien de mettre ton argent dans les comptes d'épargne avec un rendement de 5% alors que tu as une dette de carte de crédit à rembourser à 17% par exemple. Ta perte sera de moins 12%. Supposons que tu as 5 000 $ dans ton compte d'épargne avec un rendement de 5%. En même temps, tu as une dette de carte de crédit de 5 000 $ dont l'intérêt est de 17%. L'idéal serait d'utiliser l'argent dans ton compte d'épargne pour rembourser ta carte de crédit.
La deuxième raison d'utiliser cette stratégie est que le rendement que tu as dans ton compte d'épargne est taxable. Prenons l'exemple de 5 000 $ déposés dans un compte d'épargne avec un rendement de 5%. Les intérêts ici seront de 250 $. Lors de la déclaration d'impôt, tu verras que ta banque va t'envoyer un rapport pour déclarer ces 250 $ comme revenu imposable. Au final, épargner de l'argent ne vaut pas la peine si tu as des dettes à intérêt élevé. Il faut aussi savoir qu'il y a 3 méthodes pour rembourser ta dette. Il y a la méthode de l'avalanche, il y a la méthode de la boule de neige, il y a la méthode de la consolidation à travers les services financiers. Ça peut être les banques, les caisses mutuelles et d'autres compagnies de financement. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la méthode de l'avalanche et de la boule de neige. La méthode avalanche consiste à rembourser d'abord les dettes au taux d'intérêt le plus élevé tout en remboursant le minimum requis pour les autres dettes. Supposons que tu as la dette de 4 cartes de crédit à rembourser ici. Tu dois d'abord commencer à rembourser la carte de crédit numéro 1, la carte de crédit numéro 2, ensuite la carte de crédit numéro 3 et la carte de crédit numéro 4. Selon la méthode avalanche, la priorité des remboursements serait de payer d'abord la carte de crédit numéro 1 et payer le minimum pour les autres cartes. Une fois que la carte de crédit numéro 1 est payée, on attaquera la carte de crédit numéro 2 et payer le minimum pour le numéro 3 et le numéro 4, ainsi de suite. De l'autre côté, la boule de neige focalise d'abord sur les petits montants à rembourser, peu importe le taux d'intérêt. C'est une méthode d'élimination de façon croissante. Dans le tableau suivant, ta priorité serait d'abord de rembourser la carte de crédit numéro 4, puis la carte de crédit numéro 3, puis la carte de crédit numéro 2 et puis la carte de crédit numéro 1, tout en payant le minimum pour les autres. Ce n'est qu'après avoir fini de payer tes dettes à intérêt élevé, c'est le moment de penser à te payer d'abord. D'envoyer ton argent travailler pour toi. Alors, c'est à ce moment qu'on peut parler des investissements. Le 5e point est d'investir. La priorité est d'investir dans les comptes qui te donnent les avantages sur les taxes. Au Canada, nous avons les RSP ou les REER, les TFSC ou les CELI, les FHT ou les CELIAP. La contribution de l'employeur, c'est de l'argent gratuit. Beaucoup de personnes n'en profitent pas. Imagine si ton employeur contribue ne fût-ce que 4% de ton salaire annuel. Alors, si tu fais 100 000 $ par année, ton employeur contribuera au moins 4 000 $ dans ta retraite chaque année. C'est de l'argent gratuit pour toi. Malheureusement, beaucoup de personnes ne contribuent pas et ne profitent pas de cette contribution de l'employeur. Il faut aussi savoir que le REER est déductible d'impôt, mais c'est imposable au retrait pendant la retraite. Quand tu retires avant la retraite, il y a des pénalités. Comme le REER est déductible d'impôt, donc tu voudras maximiser ton revenu avec des retours d'impôt. Le TFSC ou le CELI n'est pas déductible d'impôt. La contribution annuelle est déterminée par le gouvernement. Pour l'année 2024, la contribution maximale est de 7 000 $. Depuis 2009, si tu avais 18 ans et tu n'as jamais contribué dans le CELI, tu peux contribuer jusqu'au maximum de 95 000 $. Voici une illustration sur l'investissement selon que tu commences tôt ou tard. Comment le temps affecte ton investissement? Regardons ces 3 personnes. La première personne investit à l'âge de 35 ans. La deuxième personne investit à l'âge de 45 ans. Et la troisième personne investit à l'âge de 55 ans. À supposer que chaque personne investit ici les mêmes sommes de 2 000 $ chaque année avec le même taux de rendement de 8%. La personne qui a investi à 35 ans aura 1 324 000 $. La personne qui a investi à 45 ans aura 540 800 $. La personne qui a investi à 55 ans aura 178 000 $. Voilà comment le temps peut affecter ton investissement.
Pour avoir au moins 1 300 000 à la retraite comme la première personne, la personne qui a 45 ans doit contribuer 24 000 chaque année, soit 2 000 $ par mois pour atteindre le même montant. La personne qui a 55 ans doit contribuer 74 000 $ par année, soit 6 166 $ par mois pendant 10 ans pour se rattraper. Donc, plus tu repousses d'investir, plus tu auras la pression financière d'augmenter ta contribution pour se rattraper à la retraite. Après avoir s'occupé de tes dettes à intérêt élevé et de tes investissements, il est temps maintenant de s'occuper de tes loisirs. Mais avant d'arriver là, il faut automatiser les transactions. Dans la majorité des cas, les salaires arrivent dans le compte courant et de là, l'argent va dans les différents comptes. La stratégie serait que dès que l'argent arrive dans ton compte checking, dans les prochains jours, l'argent doit quitter ton compte bancaire pour aller travailler pour toi. Ça peut être vers le compte d'épargne pour les fonds d'urgence, vers le compte d'investissement pour la retraite, vers un compte d'épargne pour un projet, l'autre va payer tes factures automatiquement, l'autre vers tes dettes et ça va te faciliter la tâche. Le 7e point est d'utiliser entre 20 à 30% de ton salaire pour les loisirs. Mais attention ici, les loisirs est la partie que la plupart des gens ne contrôlent pas leurs dépenses. Revenons à notre exemple de 5 000 $ de salaire mensuel. Comme on avait déjà déduit 3 000 $ pour les nécessités, 1 000 $ pour les dettes et l'investissement, il te reste maintenant 1 000 $ pour les loisirs. Donc, de ma part, je préfère m'acquitter des autres dettes. Tu peux aussi économiser pour tes vacances, pour l'achat d'une voiture, pour les dépôts pour acheter une maison, investir dans l'éducation des enfants, investir sur toi-même en achetant une formation ou un livre dans un domaine qui t'intéresse. Bien sûr, il ne faut pas oublier les sorties dans les restaurants de temps en temps, les dîmes, les offrandes et les dons. Quand tu t'es déjà occupé de tes nécessités, de tes dettes, de tes investissements, tu te sentiras moins coupable d'utiliser le reste de ton argent pour les loisirs. Tu peux aussi utiliser de l'argent supplémentaire pour maximiser ton investissement. Tu peux aussi augmenter la contribution mensuelle ou accélérer le paiement de ton hypothèque, de tes autres dettes, ainsi de suite. Si tu as toujours de surplus d'argent après avoir dépensé pour les nécessités, rembourser tes dettes, s'occuper des investissements et des loisirs, tu peux regarder les autres investissements comme les comptes non enregistrés. Ici, dans ces comptes, l'argent investi n'est pas déductible d'impôts et l'argent généré par les rendements d'investissement est taxable comme dans l'immobilier par exemple. Et voilà, je viens de vous partager ma routine des jours de paye. N'oublie pas de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Pour l'instant, merci et à la prochaine vidéo.